La fusion nucléaire, souvent qualifiée de Graal de la communauté scientifique, promet une source d'énergie propre, sûre et pratiquement inépuisable. Cependant, malgré des avancées significatives, de nombreux défis techniques et scientifiques restent à surmonter. À seulement 28 ans, Rémi Delaporte-Mathurin, chercheur en fusion nucléaire au MIT, qui a effectué son doctorat en France à l'Institut de recherche sur la fusion magnétique au CEA, s'est déjà fait un nom dans ce domaine de recherche particulièrement pointu. On le découvre tout de suite dans un échange de haute volée avec Géraldine Vosner, journaliste au Point. Sous vos applaudissements, là encore, mesdames, messieurs. Bonjour. Bonjour. Vous voyez que voilà, on a une salle nombreuse. Il y a de l'attrait, oui, c'est bien. Le sujet intéresse. Bruno l'a dit, vous êtes chercheur au MIT, ancien doctorant au CEA. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter vers la fusion, ce qui est quand même pas la promesse d'un aboutissement quand on démarre dans la recherche? Non, c'est sûr. J'ai fait une école d'ingénieur et j'avais pour objectif, en fait, quand j'étais en école d'ingénieur, de travailler dans le domaine de l'énergie, la production d'énergie. J'étais vraiment loin de penser que j'allais travailler dans la fusion. En fait, j'ai fait un premier stage, j'étais en 4e année. Alors, c'était un stage à l'étranger et il s'avère que voilà, comme une expérience, j'avais travaillé sur le programme de fusion britannique, donc, près d'Oxford. Et suite à ça, j'ai eu un contrat d'apprentissage au CEA, toujours dans la fusion, à l'IRFM, qui a été mentionné. Et j'ai fait ma thèse là-bas. Et je suis resté dans la fusion. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, je sais que tout le monde est très intelligent ici, mais quand même, ce sera pour moi, en quoi la fusion diffère fondamentalement de la fission? C'est l'exact opposé. Pour le coup, c'est facile. La fusion, le principe, c'est de prendre un gros noyau, donc typiquement de l'uranium, et on va le casser en deux. Et il y a un petit défaut de masse, c'est-à-dire que la somme des deux noyaux résultants est légèrement différente de la somme du noyau de base. Et cette différence de masse, c'est E égale mc2, c'est l'équation que tout le monde connaît ici normalement, ça va être converti en énergie. Le principe de la fusion nucléaire, c'est exactement la même chose, sauf qu'on fait l'inverse, on va prendre deux petits noyaux, en l'occurrence de l'hydrogène, on va les faire fusionner, ça va donner un noyau d'hélium, et il y a aussi une différence de masse. Et cette différence de masse va être libérée sous forme d'énergie. On parle de Graal de l'énergie, on l'a rappelé. Pourquoi? Quels sont les avantages versus la fission? Alors la raison pour laquelle on parle de Graal de l'énergie, c'est parce qu'en fait, des fois on entend aussi ça, c'est un peu plus poétique, c'est l'énergie ultime. C'est-à-dire qu'en fait, la fusion, c'est l'énergie des étoiles. Notre Soleil, c'est une grosse boule d'hydrogène. Et chaque seconde, alors si je me rappelle des ordres de grandeur, c'est 600 millions de tonnes d'hydrogène qui fusionne sous forme d'hélium, et c'est ça en fait qui lui donne son énergie, qui le permet de rayonner, et c'est qui nous apporte sa chaleur. En termes d'avantages, il y a un premier avantage qui est que voilà, je prends l'hydrogène, je le fusionne en hélium. L'hélium, c'est pas radioactif, c'est pas du CO2, c'est ce qu'on met dans les ballons pour les enfants aux fêtes d'anniversaire. C'est inerte, donc il n'y a pas de génération de CO2 ou la réaction en elle-même ne génère pas de déchets radioactifs. Peut-être qu'on pourra revenir à la radioactivité. Le deuxième gros avantage, en fait, c'est l'abondance du combustible. L'ordre de grandeur, c'est si on prend une bouteille d'eau et qu'on fusionne l'hydrogène qu'il y a dedans, on va pouvoir générer assez d'énergie pour alimenter un Français moyen en électricité pendant quelques années, pendant 4 ans. Il faudrait que je refasse le calcul, mais c'est à peu près ça. Donc en fait, on a une abondance énergétique qui est vraiment, vraiment très grosse. C'est une densité énergétique dans 1 kg de combustible qui est vraiment très importante. Alors, on a un problème quand même. Voilà, c'est que les températures nécessaires pour la fusion, c'est quoi? C'est 10 fois supérieur à celle du Soleil. C'est ça. Comment on gère ça sur Terre? Alors en fait, il faudrait peut-être comprendre comment ça fonctionne dans le Soleil. Pour faire fusionner deux noyaux, si on se rappelle nos petits cours de physique du collège-lycée, le noyau d'un atome, il est chargé positivement, parce qu'il a des protons, donc il a une charge positive. Donc si on veut se faire rapprocher deux noyaux d'atomes, ça va faire comme les aimants du frigo, ils vont vouloir se repousser. Donc il va falloir qu'ils se rencontrent avec suffisamment d'énergie pour pouvoir rentrer en fusion. À l'échelle atomique, la vitesse d'une particule, c'est sa température. Donc ça veut dire qu'il faut que le combustible soit suffisamment chaud. Le Soleil, il triche un petit peu parce qu'il est tellement dense
qu'en fait, il va pouvoir rapprocher les noyaux les uns des autres par gravité. Nous, sur Terre, on va pas pouvoir être aussi dense que le Soleil, donc on va compenser avec un autre levier qu'on a, c'est la température. Donc, puisqu'on ne peut pas être aussi dense, on va être plus chaud. Donc, c'est pour ça, sur Terre, si on veut que la fusion se réalise, il va falloir atteindre des températures de 150 millions de degrés. Voilà. 150 millions de degrés. Le Soleil, c'est un petit joueur, il est juste à 10 millions de degrés. Mais voilà. On va y revenir. Mais vos travaux à vous portent sur un aspect particulièrement critique qui est l'approvisionnement en tritium. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu si crucial ? Alors, on va peut-être définir le tritium, ce que c'est. Quand j'ai dit on fait fusionner l'hydrogène, j'ai un petit peu menti. Oui. C'est pas de l'hydrogène naturel, on va dire, on va utiliser ce qu'on appelle des isotopes. On va faire fusionner du deutérium et du tritium. Du deutérium et du tritium. Le deutérium, il a un proton et un neutron. Et le tritium, il a un proton et 2 neutrons dans le noyau. C'est pour ça qu'on appelle ça du tritium. Pourquoi est-ce qu'on s'embête avec ça ? C'est juste parce que ça rend les choses plus faciles sur Terre. C'est plus facile de faire fusionner ces deux noyaux-là. Le problème, c'est que le tritium, il est radioactif. Donc le tritium, il n'est pas disponible à l'état naturel. On en a très très peu. Aujourd'hui, il est produit comme un produit dérivé des centrales à fission. Il y en a un petit peu naturellement quand même. Un tout petit peu, on en produit dans l'atmosphère avec les rayonnements cosmiques, mais on ne peut pas le récupérer, celui-ci. Non, la principale source, c'est les centrales à fission. Les sources, je crois en 2018, il y avait à peu près 30 kg. Alors moi je voyais les réserves mondiales s'élèvent à 100 kilos, mais il y a le tritium militaire dedans, c'est ça ? L'usage militaire. Alors le tritium militaire, on ne sait pas combien on ne sait pas combien, ouais. Mais de toute façon, même si on savait, on ne pourrait pas l'avoir, donc ça c'est tant pis. Mais l'ordre de grandeur, c'est ça. 34 kilos allez, on va arrondir à par 100. an pour l'ensemble de la planète. Allez, je vous le fais à 100 kilos. On a 100 kilos aujourd'hui de réserve. Un réacteur électrogène à fusion nucléaire de 1 gigawatt thermique, il va consommer 50 kg par an pour un réacteur. Donc là, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre qu'il y a un problème. Et c'est un des enjeux et c'est le sujet de ma recherche au MIT. Alors justement, comment vous envisagez de résoudre cette équation entre la rareté et la demande ? On va le produire nous-mêmes. En fait, l'idée, si on a un réacteur à fusion qui en fait dépend de la fission, ça sert à rien de faire la fusion. Donc en fait, comment on va faire ? On va produire notre propre tritium. On est chanceux parce que la réaction de fusion, donc deutérium plus tritium, ça génère un noyau d'hélium et un neutron supplémentaire. Donc l'idée, en fait, ça va être de récupérer ce neutron. On le répète, deutérium plus tritium génère un noyau d'hélium et un neutron en plus. Ok. Voilà. Jusque-là, on vous suit. Le neutron, l'idée, ça va être de le récupérer. Et la nature est bien faite. On a une réaction supplémentaire qu'on peut utiliser si on utilise du lithium. Le lithium va réagir avec le neutron, donc c'est une autre réaction nucléaire, et va former, un tritium et éventuellement un autre neutron et un autre noyau d'hélium. Donc c'est comme ça qu'on va produire le L'idée, c'est de construire un réacteur qui s'auto-alimente. C'est ça. Comment on met du lithium ? Donc en fait, si on fait la somme de toutes ces réactions-là, le vrai combustible d'un réacteur à fusion, c'est du deutérium et du lithium. Du lithium, d'accord, voilà. Qu'on met comme un manteau. On va le mettre comme un manteau en fait autour du réacteur. Donc un réacteur, ça dépend des concepts, mais typiquement un réacteur, ça va ressembler au logo de l'événement. Là, ça va être un espèce de donut avec un donut, un tokamak. Ça s'appelle un tokamak. Ouais. Mais bon, on va dire un donut. Et on va avoir du combustible très chaud, donc un plasma. C'est le gaz à 150 millions de degrés qui en fait n'est plus un gaz et devient un plasma. Et on va essayer d'entourer tout ça de cette couverture qu'on appelle une couverture tritigène qui va contenir du lithium et qui va être en charge de produire ce combustible, ce tritium, et ensuite qu'on va extraire et réinjecter dans le réacteur. Le lithium est disponible et est abondant sur Terre, ce ne sera pas un problème. C'est le métal le plus abondant sur Terre. Ça ne veut pas dire que vous baissez, vous le ramassez, mais ça c'est le prend métal le mines. plus abondant. Voilà, il faudra quand même le miner. Maintenant, l'avantage qu'on a, encore une fois, on revient toujours à l'abondance et la densité énergétique de la fusion. J'avais fait le calcul l'autre jour pour un de vos collègues. Une batterie Tesla, ça alimentera un réacteur électrogène normal, de dimension normale, pendant peut-être 2 ans.
Donc en fait, on va pas commencer à creuser partout. On a quand même besoin de très peu de combustible. Et ça, c'est grâce à la densité énergétique de la Ouais. fusion. Alors ça, sur le papier, c'est formidable. On se dit, vous avez réponse à tout. Quels sont les défis techniques? Alors il y en a plusieurs. On parlait de l'œuf ou la poule, justement. Voilà, il y a l'œuf ou la poule, c'est ça. Il y en a plusieurs. Il y en a un, c'est le développement et l'ingénierie de ces composants, de comment fermer la boucle du cycle combustible. Ça, c'est les défis sur lesquels je travaille. Il y en a d'autres, comme comment est-ce qu'on va confiner un plasma à 150 millions de degrés. Oui. On va utiliser des aimants, c'est ce qu'on appelle la fusion par confinement magnétique. Ça, on a beaucoup d'expérience et on a construit beaucoup de réacteurs expérimentaux par le passé, et on en construit encore. On va avoir un autre sujet des matériaux. Quels matériaux on va utiliser pour construire ces réacteurs? C'est pas tant pour soutenir la température, mais c'est surtout pour... ces matériaux vont être bombardés par des particules, ils vont être bombardés par des neutrons, ils vont être bombardés par des ions, et ces matériaux, au bout d'un moment, vont s'endommager. Mhm. Et c'est inéluctable, on ne peut rien faire. Et l'idée serait de trouver des matériaux qui vont s'endommager lentement pour qu'on n'ait pas à les remplacer tous les 2 ans, parce que sinon ça va être un enfer. Donc il y a un vrai sujet des matériaux. On a parlé du combustible. Après, il y a un troisième grand défi. Il y en a d'autres, hein, mais si j'en cite que 3, le troisième grand défi, ce serait l'intégration. Comment est-ce qu'on va intégrer ces systèmes-là? Comment on va passer d'un démonstrateur qui va produire de l'énergie thermique à vraiment injecter des mégawatts électriques sur le réseau? Ça, aujourd'hui, ça n'a pas été fait. On a de la chance parce que ça va être grosso modo équivalent à ce qu'on fait avec les centrales existantes. On va générer de la vapeur d'eau, on va faire tourner une turbine et on va faire tourner un alternateur. Ça, globalement, on sait faire. Mais quand même, il y a quand même des questions d'intégration parce que le lien entre ces systèmes-là ne va pas être exactement pareil. Donc ça va être des choses à développer. Il y a aussi un vrai sujet, comment on teste finalement ces matériaux? Parce qu'on a parlé un peu L'œuf ou la poule. voilà, comment on fait? Les C'est- les jumeaux numériques ne sont d'aucune aide tant qu'on n'a pas de données à entrer dans la machine. Alors, on pourra revenir sur les jumeaux numériques, mais le problème de la fusion, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est un sujet compliqué et que tout le monde est impatient de voir la fusion, mais ça met un peu de temps, c'est parce que si on prend juste la couverture tritigène, par exemple, on a besoin, pour la tester et pour tester le concept, on a besoin d'un réacteur. On a besoin de la brancher sur un réacteur pour voir si ça fonctionne. D'un autre côté, si on veut un design de réacteur qui fonctionne, on a besoin d'une couverture tritigène qui va produire le combustible. Donc c'est l'œuf ou la poule, par où on commence. Et c'est pour ça que ça prend du temps, c'est pour ça qu'on cherche des routes alternatives pour voir si on peut tester des composants sans un réacteur, dans quelque chose, dans un laboratoire, etc. Mais ça prend du temps. Les jumeaux numériques. J'aime pas trop le terme de jumeaux numériques, c'est un peu un buzzword qu'on voit. C'est pour ça que la presse adore. Moi, j'adore. Ah ouais, non, mais tout le monde adore ça. Hein. Les financeurs, ils aiment ça aussi. Il faudrait que je commence à écrire jumeaux numériques dans mes projets, parce que comme ça, je gagnerai de l'argent. En fait, ce qu'on appelle jumeaux numériques, ça, il y a une définition, c'est un asset physique qui va avoir une réplique numérique et les deux vont interagir. Et l'interaction, c'est ça qui est important, c'est l'interaction. Si on a juste le modèle numérique, ça s'appelle un modèle numérique. Donc ça, vous en avez plein. Donc ça, on connaît la physique. Par exemple, la physique, je vais parler de ce dont je connais. Ce que je connais, c'est la production de tritium. On connaît la physique des neutrons qui interagissent avec le lithium. On connaît les probabilités de réaction. On a des modèles mathématiques qu'on peut demander à des ordinateurs de résoudre des équations et de simuler tout ça. Et ça va nous donner une réponse. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est relativement confiant que oui, on va pouvoir construire cette couverture tritigène. Et on sait que globalement, ça va nous donner une production de tritium de temps. La question, en fait, c'est à quelle confiance on donne, quelle confiance on met à ces... Oui, parce que pour l'instant, les records établis, notamment par le MIT en production de tritium, alors, le record, dites-nous. Alors, c'est un peu une blague. Je dis que c'est le record, c'est parce qu'on a été les premiers à le mesurer. Donc, c'est facile d'avoir le record du monde quand vous êtes le seul à faire quelque chose. C'est un peu une blague, mais c'est aussi pour alerter la communauté de dire il reste du chemin à faire. En fait, ce dont il est question, c'est le ratio. C'est-à-dire que pour ce qui est du combustible de la fusion, on va le produire et on va le consommer. Évidemment, on veut en produire plus qu'on en consomme, sinon on est mal barré. Et on a besoin d'un ratio au-dessus de 1, parce qu'on va devoir produire du combustible aussi pour les futurs réacteurs, pour pouvoir déployer d'autres réacteurs. Donc c'est encore en débat, mais on a besoin d'un ratio, ce qu'on appelle le TBR, c'est le Tritium Breeding Ratio, de 1,1. Et ça, on a des modèles numériques qui disent avec ce concept, on va avoir 1,05, 1,2. Voilà. Nous, on l'a mesuré. Pour la première fois, on l'a mesuré expérimentalement, sans modèle. On l'a comparé à nos modèles, mais on l'a mesuré sans modèle.
Et le record, donc l'article vient d'être publié dans une revue à comité de lecture, et c'était 3, 10 puissance moins 4. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tous les 10 000 neutrons, vous produisez un noyau de tritium. Donc on ne va pas construire un réacteur avec ça, mais en fait, c'est pourquoi je dis c'est une blague, c'est parce qu'on s'attendait, c'était pas une surprise du tout, on s'y attendait, c'était une expérience qu'on a construite pour tester les sous-systèmes d'une future expérience. Et vous avez montré l'autosuffisance finalement. Bah, non, on a montré que là, pour l'instant, si on fait ça, c'est mal barré. Mais en même temps, c'est parce qu'on a irradié une petite capsule de 100 millilitres de lithium. Ça n'avait pas pour but de démontrer quoi que ce soit. Ce que ça a démontré, c'est que pour l'instant, c'était en accord avec nos fameux modèles. Ouais. Donc pour l'instant, on est rassuré. On sait qu'on a un plan pour... notre objectif, nous, c'est de démontrer sans réacteur qu'on peut arriver à un TBR, donc le fameux ratio, au-dessus de 1. Ouais. Comment vous... Je vais parler de la Chine, qui, elle, accélère aussi ses efforts avec des nouvelles installations. Elle annonce un record de maintien de plasma qui était de 17-18 minutes. Est-ce que c'est sûr? Et comment vous voyez cette course à la fusion qui se dessine? Alors, la première question, c'est est-ce que c'est sûr? Vous voulez dire, est-ce que ça a été Oui. publié? Je crois oui. que pour l'instant, il y a eu juste un communiqué de presse, si je ne dis pas de bêtises. Mais leur précédent record, ils avaient fait un peu la même chose, et en fait tout le monde fait un peu comme ça. Vous parlez de la course, c'est aussi la course à la communication. Tout le monde fait un peu ça. Donc la dernière fois, il y avait eu un communiqué de presse qui avait été suivi peu de temps après par la publication scientifique. Donc on verra. C'est un sacré record, et c'est nécessaire parce qu'en fait ces réacteurs-là vont être pulsés. Donc en fait, même si c'est 17-18 minutes. D'ailleurs, il faudrait vérifier, il me semblait que c'était moins que ça, mais c'est pas un problème. Mais voilà, c'est les tokamaks, il faut bien comprendre, c'est pas ce qu'on appelle les tokamaks, les réacteurs de fusion, c'est pas des machines qui vont être en opération en continu, ça va être pulsé pour diverses raisons. Donc ça voilà, c'est un sacré record. On a eu récemment un record aussi sur le tokamak français, West, qui était, si je dis pas de bêtises, de 1000 secondes, à vérifier, je veux pas dire de bêtises. Donc c'était un record par contre pour ce tokamak-là. Voilà, ça va dans le bon sens. Et l'autre question, c'était la course. Oui, la course. Et puis une course, et puis en même temps, est-ce qu'il y a une complémentarité entre les différentes approches? Parce que maintenant, on a ITER en France, on a des projets américains, des projets chinois. Est-ce que finalement, c'est utile, et est-ce que tout ça communique? Alors, est-ce que c'est utile? Oui. Oui, c'est utile. Le terme de course est à propos, je trouve, parce que je compare souvent ça, j'y étais pas, mais c'est un peu comme la course à l'espace. Où en fait, voilà, on voit, il y a eu ITER, ensuite les pays aussi essayent des approches alternatives de leur côté, et je trouve que c'est bien parce que, oui, on pourrait dire ça dilue les financements, mais d'un côté, ça permet aussi de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, et voilà, d'avoir ça en termes de sûreté aussi énergétique pour les pays, ça fait sens sur le long terme, mais j'insiste sur le long terme. La course et la complémentarité, oui. Là, je parle de confinement magnétique, mais il y a d'autres méthodes. Il faudrait encore beaucoup de temps pour en parler, mais il y a d'autres méthodes pour faire de la fusion. Est-ce que ça communique? J'aimerais que ça communique plus. Moi, je suis un fervent défenseur de l'open source, par exemple, pour les logiciels de calcul. Ça progresse, et on a des collaborations. Par exemple, nous, au MIT, on a des collaborations avec West. Alors, je ne sais pas si c'est officiel, je ne sais pas. On a des collaborations avec le Royaume-Uni, par exemple. Ça, je peux pas trop en parler dans le détail, mais ça aurait été la semaine prochaine, j'aurais pu, mais c'est encore un peu tôt. On a des collaborations avec les autres réacteurs aux États-Unis. C'est-à-dire que nous, au MIT, on avait un réacteur qui a été démantelé en 2017. Mais avant ça, on avait notre propre réacteur, Alcator C-Mode, et sur lequel on faisait des expériences. Donc voilà, il y a beaucoup d'initiatives. Il y en a au Japon récemment qui a fait beaucoup d'annonces. La Chine partait de très loin, mais allait très vite, et va toujours très vite. Moi, je collabore avec... Nos codes de calcul, en fait, sont aussi utilisés par nos collègues chinois. On a beaucoup d'interactions.
Voilà, donc c'est une communauté, c'est vraiment une communauté. Et On verra comment ça se développe une fois que les entreprises privées se saisissent de la chose. Mais pour le moment, je trouve que ça collabore. Alors moi, je veux toujours Alors plus de comment tout ça collaboration. s'imbrique justement avec des projets, l'émergence et de nombreuses d'ailleurs start-up privées dans ce domaine de la fusion? Il y a Elion, enfin il y en a plusieurs. Il y en a. Comment vous expliquez cette émergence partout et est-ce que ça s'imbrique avec ces grands projets publics? Alors comment je l'explique? Je ne sais pas si je peux expliquer. Je pense que ça montre qu'il y a un intérêt et je pense que ça montre qu'il y a un vrai potentiel. On a des grands noms hein, qui commencent à investir de l'argent. Alors d'aucuns diront que c'est de l'argent de poche pour eux, mais ils investissent quand même de l'argent dans la fusion. Il y a Bill Gates qui soutient Elon, mais il en soutient d'autres. Ça montre qu'il y a un intérêt, parce que ces gens-là, je ne pense pas qu'ils sont assez bêtes pour gâcher de l'argent dans des hobbies du dimanche. Il y a, je crois, 50. La dernière fois que j'ai regardé, il y a une cinquantaine de startups Oui, dans le monde. c'est énorme. Et voilà, on a vu le boom en fait. Je crois qu'il n'y en a que 2 qui veulent pas développer un concept de réacteur. Donc c'est-à-dire qu'on a plus de 40 concepts différents de réacteurs à fusion. Je pense que ce serait sain aussi qu'on voit un peu diluer un peu tout ça Oui, et c'est voir lesquels vraiment sont prometteurs. Mais par exemple, vous avez la startup CFS qui a été fondée à C'est partir de Commonwealth Fusion System. exactement, c'est ça. Et alors c'est une startup qui a été fondée à partir du MIT. Et aujourd'hui, elle est capitalisée à, je crois, 2,2 milliards de dollars. Donc c'est du vrai argent. Et ils sont en train de construire un réacteur de démonstration qui sera en opération. Alors ils disent être en opération en 2026. On peut être conservatif et dire qu'ils auront 2 ans de retard. On est en 2028. Bon, c'est des échelles de temps qui sont quand même assez proches. Et ce réacteur-là, vous parliez d'ITER tout à l'heure, il a grosso modo la même mission scientifique que ITER, mais pour 16 fois plus petit, grâce à des nouvelles technologies. Les coûts de développement sont colossaux, proprement colossaux. Comment on justifie de tels investissements face aux critiques? Parce qu'on entend déjà des voix, y compris dans votre milieu, dans votre secteur, dire écoutez, on ne pourra pas tout financer, on est en période de restrictions budgétaires, on arrête ces projets de long terme, en fait, de très long terme, et puis on se concentre sur le court terme, sur la fission. C'est intéressant comme question. C'est pas une question qu'on a l'habitude d'avoir nous scientifiques. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est aux scientifiques de répondre, mais je veux bien un répondre. avis. Je veux bien répondre. J'avais regardé les investissements en fusion. On regarde la fusion, les investissements mondiaux. Ces dernières années, on est autour. Allez, on va arrondir. On est une dizaine de milliards de dollars par an. Ah, c'est tout. Donc j'aimerais bien les avoir, hein, mais c'est pas voilà. Si on compare ça à des budgets de l'armement ou des budgets de défense ou autres, ou même si on compare ça au budget mondial de l'énergie, ça reste pas grand-chose. Et d'ailleurs, c'est ironique parce que les scientifiques se plaignent de ne pas avoir assez de financement pour pouvoir avancer. Donc je comprends. On pense par exemple à ITER qui a été sous le feu des critiques récemment parce que voilà, des retards, le budget, etc. Et j'entends tout ça. Maintenant, on pourrait dire ça de quasiment tous les projets de recherche. On pourrait dire ça de l'ISS, on pourrait dire ça de la recherche sur le spatial. Si on avait dit ça il y a quelques années sur des sujets comme l'ARN messager, et si on avait coupé les budgets pour ces recherches-là, et ben, pendant le Covid, on n'aurait pas été capable de faire un vaccin aussi rapidement. Donc voilà, donc c'est des sujets qui sont compliqués. Moi, je dis toujours, le meilleur moyen de ne pas gâcher de l'argent, c'est de ne pas l'investir. Mais je sais pas ce que ça fait de nous en tant que société. Je sais pas si c'est souhaitable, mais en tout cas voilà, sur les différents concepts, oui. Par contre, je suis d'accord que il faudrait un petit peu se concentrer sur les concepts de fusion qui sont les plus prometteurs, tout en gardant un peu pour le long terme les concepts du futur, mais il faudra avoir une vraie discussion de comment est-ce si on veut faire la fusion, comment est-ce qu'on y va, est-ce qu'on a une vision pour la fusion. Bah, justement, je poursuis dans ces questions qui sont un peu en index de vos compétences scientifiques, mais on entend aussi certains intellectuels, certains scientifiques s'inquiéter justement parce que la fusion nucléaire, c'est vraiment l'aboutissement prométhéen par excellence. Je veux dire, on maîtriserait le soleil, quoi, même plus, et qui disent attention, une énergie trop abondante, ça pourrait être une catastrophe pour la planète. Jean-Marc Jancovici dit ça. Comment quel est votre point de vue sur ce débat? C'est intéressant.
Alors on pourrait dire qu'on met la charrue avant les bœufs parce qu'on n'y est pas encore. C'est la question de est-ce qu'il faudrait se réjouir d'une énergie. J'aime pas trop ce terme. Souvent on voit dans les médias la fusion, c'est l'énergie illimitée, l'énergie inépuisable. Alors ce que j'ai dit sur le combustible, Oui, ça c'est reste très vrai. exagéré, ça va reste être vrai, même mais je trouve limité. ça quand même vachement exagéré Ouais. dans le sens où il y a quand même beaucoup de choses qui limitent le déploiement. Bien sûr. Le déploiement de technologie. Donc d'abord, il y a à se poser la question de est-ce que c'est vraiment une énergie illimitée. Si on prend l'exemple des voitures électriques, c'est une technologie formidable, hein, mais on sait faire ça depuis très longtemps. La première voiture à dépasser les 100 km/h, c'était une voiture électrique. Ça aussi, je l'ai appris de Jean Covici d'ailleurs. Et pourtant, aujourd'hui, on voit pas des voitures électriques partout dans la rue. C'est parce que entre le moment où on a développer une technologie et le moment où elle s'implante dans un marché et où elle se déploie, il se passe quand même beaucoup de temps. Ensuite, est-ce qu'une énergie abondante, trop abondante, il faut s'en réjouir? Ça, je laisse la question aux philosophes. C'est comme tous les outils. On parlait de l'IA tout à l'heure à une autre intervention. Ça peut être un outil malfaisant comme quelque chose de vraiment prometteur pour l'humanité. Et ça, je peux pas avoir la réponse. Les matériaux nécessaires, je pense au niobium, au beryllium, vont poser des questions environnementales, géopolitiques. Comment est-ce que vous intégrez ces enjeux dans votre vision et dans le... Alors ça, on parle des matériaux pour construire le réacteur. C'est pas tant le combustible, c'est comment est-ce qu'on va construire le réacteur. Par exemple, dans la première paroi d'un réacteur, on va utiliser du tungstène. Le tungstène, aujourd'hui, il y a une certaine pression sur qui détient ces ressources-là. Le beryllium, il y a un autre enjeu, c'est que le beryllium est toxique. Oui, il y a des enjeux environnementaux Voilà, également. donc alors, là, pour le coup, le beryllium, il est toxique, donc c'est quand même... Mais en termes de radioactivité, le tritium est radioactif, donc de toute manière, il va y avoir un certain nombre de... Ça reste des applications nucléaires. Ça reste des installations nucléaires, donc il va y avoir une certaine régulation qu'on n'a pas encore en France. ITER aujourd'hui est régulé parce qu'il est sur le sol français. Aujourd'hui, ITER il est régulé par l'ASN, donc par l'Agence de sûreté nucléaire. D'autres pays comme les US et le Royaume-Uni ont fait leur propre régulation pour la fusion, et c'est pas régulé de la même manière que le nucléaire, mais ça reste que le nucléaire classique, je veux dire, mais ça reste des applications nucléaires, donc il y aura une régulation. Ce sera pris en compte. Aujourd'hui, en fait, les scientifiques se posent plutôt la question de comment est-ce qu'on va faire pour que ça marche. Oui, bien sûr. Viendra le temps de l'optimisation, mais d'abord il faut montrer que ça marche, et ensuite on s'inquiétera de comment optimiser. Si on peut changer le tungstène par quelque chose d'autre, on le fera. Il y a d'autres matériaux aujourd'hui qui sont candidats, hein. Le silicon carbide qui est un candidat pour la première paroi, c'est moins développé. Si je résume un peu ce qu'on vient d'entendre de vous, de tous ces obstacles techniques qui ne sont pas insurmontables, mais qui sont de réels défis, la question de la conférence, elle est vite répondue. Non, c'est pas la fusion qui va sauver la planète. Déjà, il faut définir ce que ça veut dire sauver la planète. Si on a sauvé la planète, il peut y avoir plein de définitions. Si demain on avait un concept de réacteur à fusion qui fonctionnait, je ne crois pas que ça fasse quoi que ce soit de manière directe pour la conservation des espèces, par exemple. Le braconnier qui veut décimer tous les éléphants d'Afrique pour leur ivoire, il s'en fiche que son électricité vienne de la fusion ou du charbon. Maintenant, si on parle du climat, il y a très peu de chances pour que la fusion joue un rôle très important dans la lutte contre le climat. Et je pense que ce serait une erreur de banquer sur la fusion. J'entends ça beaucoup, même. Je me rappelle de mon beau-frère qui me disait il y a pas mal de temps, mais pour le réchauffement climatique, t'as qu'à t'activer, pourquoi on n'a pas la fusion? Je pense que ce serait une erreur de penser ça. Le changement climatique, c'est maintenant, et on a des solutions aujourd'hui qu'on pourrait mettre en œuvre, et je pense qu'on doit mettre en œuvre toutes les solutions qu'on a à notre disposition pour combattre ça, et pas juste espérer que la fusion arrive à temps. Je suis optimiste vis-à-vis de... Est-ce que la fusion va arriver? Oui. Et encore une fois, il faudra définir ce que ça veut dire, la fusion arriver. Je suis relativement optimiste. Je suis moins convaincu que ça va avoir un rôle très important pour la lutte. Oui, parce que pour toutes les si questions on parle qu'on juste a du réchauffement évoquées, et climatique. puis des questions de déploiement. Voilà. Ouais. Comment est-ce que vous voyez l'articulation, du coup, entre la fusion et toutes les autres énergies décarbonées dans le mix énergétique du futur, mettons, en 2100? Déjà, si on regarde en arrière, il y a rarement eu un remplacement d'une énergie. Souvent, on a un empilement. En fait, nos demandes en énergie
continue d'augmenter. J'ai pas de boule de cristal, on verra si c'est le cas. Mais généralement, nos demandes en énergie ont fait que d'augmenter, et donc on ne pouvait pas se permettre de juste remplacer une énergie. Donc il y a des chances qu'il y ait un empilement. Il y a des études qui sont faites, des études économiques, de voir quel est le rôle. En tout cas, nos demandes en électricité, Voilà, elles... alors l'électricité la demande d'électricité va nécessairement augmenter parce qu'on parle beaucoup d'électrification des systèmes. L'avantage de la fusion, et d'ailleurs c'est le même de la fission, c'est que c'est une énergie pilotable. C'est-à-dire que, à la différence des renouvelables, où on a de l'éolien que quand il y a du vent et on a du photovoltaïque que quand il y a du soleil, l'avantage de la fusion et de la fission, c'est que c'est renouvelable. C'est propre et c'est renouvelable. Donc je pense que ça aura un rôle important, si bien sûr c'est économiquement viable. Il y a ça aussi. Nous, notre rôle, c'est de démontrer que ça marche. Maintenant, si on veut que ça se déploie sur un marché, il faut que ce soit viable et il faut qu'il y ait des gens qui l'achètent. Ça aussi, on verra. Mais on aura toujours besoin d'une énergie propre et abondante. Je parle dans un monde post-lutte contre le Elle est changement facilement climatique. déployable aussi, parce que c'était l'un des problèmes de la fission nucléaire, où on se dit, pour avoir un pays nucléaire, des réacteurs, il faut des pays politiquement stables. Pour la fusion, est-ce que ça change ? Alors, on n'a pas les mêmes. La raison pour laquelle ça se passe comme ça pour le nucléaire, c'est parce que il y a bien sûr un risque de prolifération. Ouais. Il y a un vrai risque de prolifération nucléaire. Il est bien moindre pour la fusion. Un autre gros avantage de la fusion, c'est qu'il y a de la fusion, c'est qu'il n'y a pas de réaction en chaîne. Votre hélium, une fois que vous l'avez produit, vous vous en débarrassez, vous le mettez dans un ballon si vous voulez, mais vous ne pourrez pas en faire grand-chose. C'est bien parce que ça fait qu'un réacteur à fusion est intrinsèquement sûr. Parce que dès que toutes les conditions ne sont pas parfaites, pouf, ça s'éteint comme un feu de paille. C'est ce qui rend, nous, notre job un peu compliqué, parce que du coup, c'est ça qui rend on se bat contre ça. Mais c'est l'avantage de la fusion. S'il y a quelque chose qui se passe mal, ça va s'arrêter d'un coup, et ça va pas exploser, ça va pas... voilà. Va pas y avoir de fonte du réacteur. Sur le déploiement, on a parlé des matériaux, de la question des matériaux. L'avantage, en termes de combustible, c'est que le deutérium, on peut le trouver dans l'eau de mer, relativement facilement. Le lithium, on en a parlé, c'est présent un peu partout, donc on n'a pas de pression géographique sur les combustibles. Ça ne veut pas dire que tout le monde va pouvoir avoir un réacteur à fusion dans son jardin, mais au moins là-dessus, on n'a pas la même dépendance au combustible qu'on peut avoir avec d'autres sources d'énergie. Et pour conclure, là, si vous deviez donner une estimation réaliste, Réaliste. quand à peu près, est-ce qu'on pourrait avoir les premières centrales à fusion connectées au réseau électrique ? Alors, si on regarde ce que disent les entreprises, les startups qui développent ça, c'est demain, c'est en 2027, c'est pas réaliste. Ce que je peux vous dire, j'ai pas de boule de cristal, mais ce que je peux vous dire, c'est, on a parlé de CFS par exemple. CFS se prévoit de déployer son réacteur de démonstration, donc ça va pas être un réacteur à hydrogène. Ça ne va pas injecter d'électricité, mais c'est un réacteur de démonstration qui va prouver qu'on peut générer plus d'énergie thermique qu'on en injecte. Et ça, voilà, on a dit c'est horizon 2026-2028 pour être conservatif. Ensuite, une fois qu'on a démontré ça, je pense qu'il va y avoir un gros changement de paradigme en termes d'investissement. Et que donc les prochains verrous qui restent à lever, c'est des verrous technologiques. Oui, parce que vous disiez, les matériaux finalement, c'est une question aussi d'argent. C'est une question Combien d'argent. on y Voilà, met ? c'est une question d'argent et c'est des soucis, des défis technologiques et c'est pas des défis scientifiques. Et je trouve qu'il faut bien faire la distinction selon moi, parce que les défis scientifiques, on va pas changer la science. Mais vous savez, il y a 10 ans, quand on posait cette même question à des spécialistes, on nous disait, vous savez, 2100, pas avant. Alors, moi, non, je suis pas d'accord avec ça. Déjà, il y a 10 ans, il y a des technos qu'on utilise aujourd'hui qui n'existaient pas. Et oui. Moi, quand j'ai commencé dans la fusion, je suis pas très vieux, mais quand j'ai commencé dans la fusion, c'était la route en or, c'était ITER, attendre que ITER soit construit. Après ITER, il y a démo. Après démo, il y a proto. Et après, on déploie. Et tout le monde était OK avec ça, c'était normal. Entre-temps, il y a eu des avancées technologiques qui ont été faites, qui ont permis de un peu rebattre les cartes. Et on peut aller beaucoup plus vite, on peut faire des réacteurs plus petits, donc on peut aller plus vite, ça coûte moins cher. Donc quand, du coup ? Et donc quand ? Je pense que 2100, si on parle du premier réacteur, je pense que 2100 c'est bien trop conservatif. Je pense qu'on aura un réacteur électrogène branché sur le réseau entre 2040 et 2050. C'est quasiment demain. On se revoit dans... Et donc c'est là que je donne les questions, parce que
Ça marche. C'est quand même une bonne nouvelle. Enfin, c'est très rapide. Alors, ça ne veut pas dire qu'on aura une portion importante oui. du mix électrique qui vient de fusion, mais on aura, je pense, le premier réacteur. En même dans temps, ces si eaux-là. vous n'y croyez pas, qui le fera? Merci Rémi. Déjà, Merci on peut beaucoup. vous applaudir. Merci. Allez, je suis sûr que vous avez de nombreuses questions à lui poser. Oui, il y a de nombreuses mains qui se lèvent de ce côté, Alors, monsieur. je suis désolé, je vois personne. On vous mais, écoute. C'est normal, mais on va les écouter. oui. Regardez. Bonjour monsieur. Bonjour. Je voulais savoir un peu du coup ITER devient obsolète parce on a commencé à prévoir sa conception il y a une quinzaine d'années. Il y a des avancées technologiques qui ont été faites dans d'autres domaines. On entend parler de réacteurs qui a l'air d'être beaucoup plus, enfin, qui ont été développés beaucoup plus vite, qui obtiennent des résultats ou des produits plasma température qui ont l'air à peu près au niveau de ce que devrait être un ITER. Donc ITER, c'est encore intéressant ou... Alors, c'est un vrai débat et je ne vais pas vous donner une réponse oui/non parce que c'est pas mon rôle et c'est pas moi qui contrôle les budgets. ITER, je pense pas que ITER sera obsolète. On a beaucoup et on continue d'apprendre beaucoup grâce au projet ITER, ne serait-ce que par son envergure. C'est-à-dire que réussir à construire un réacteur de cette taille-là et les sous-systèmes qui vont avec, on apprend beaucoup. Et d'ailleurs, je pense que c'est vrai pour toutes les avancées technologiques qui ont permis de construire des nouveaux réacteurs, ce que vous dites est tout à fait vrai. Néanmoins, je ne pense pas que la communauté de fusion en serait là où elle en est aujourd'hui si on n'avait pas eu ITER. Malgré les retards, malgré le budget, malgré... voilà. Donc ça, c'est quelque chose, on a vraiment appris beaucoup grâce à ITER. Et je ne pense pas que ITER est obsolète. Déjà parce que pour l'instant, jusqu'à ce qu'on l'ait démontré, il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire que j'ai parlé de CFS, mais mine de rien, c'est pas encore fait. Donc on verra. Il y aura, je pense, un vrai débat, oui, mais moi, je pense pas que pour le moment, ITER est redondant. Oui, bonjour. Bonjour. Levez-vous de façon à ce qu'on vous voit pour les questions. Oui, on parle beaucoup que l'homme retourne sur la Lune dans les années à venir. Est-ce que l'idée d'exploiter l'hélium-3 pour la fusion est prise au sérieux ou c'est un vague projet ? Alors l'hélium-3, donc c'est l'idée d'avoir un combustible alternatif. Et c'est surtout l'idée de pas s'embêter avec le tritium et de faire fusionner du deutérium avec de l'hélium-3. Le problème de l'hélium-3, c'est un peu comme le tritium, c'est qu'on n'en a pas, mais on en a sur la Lune. Donc il y a eu des idées d'aller miner la Lune, bon pourquoi pas. Il y a une entreprise qui s'appelle Helion Energy, qui est basée à Seattle, je crois, qui a pour but de faire la fusion hélium-3 deutérium, mais sans aller miner sur la Lune, mais en fait de faire fusionner le deutérium avec du deutérium. Et en fait, on a 50% de chance de produire un hélium-3. Et ensuite de prendre cet hélium-3 et de le faire fusionner avec un deutérium. Bon, sur le papier, pourquoi pas. En fait, en termes de probabilité de fusion, la raison pour laquelle on fait deutérium-tritium, c'est parce que c'est la plus simple. Et déjà, c'est compliqué. Deutérium, hélium-3, il faut des températures encore plus élevées. Au-delà Oui. de 150 millions de degrés. Oui, je ne sais plus combien, mais il faut bien plus élevé. Donc pourquoi pas, dans un monde où on a déjà des réacteurs à fusion et qu'encore une fois, on veut optimiser et qu'on peut aller plus loin, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, c'est la route la plus safe, on va dire, c'est deutérium-tritium. Au fond, monsieur, on va vous donner le micro. Bonjour, jeune homme, j'allais dire. Quel est le rôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique dont vous n'avez pas du tout cité? Donc, c'est une agence de l'ONU. Oui. Mais est-elle ringarde comme l'ONU dans ce domaine ou quoi? Alors, je ne l'ai pas cité, il y en a plein d'autres que je n'ai pas cités. Moi, je travaille avec l'IAEA, c'est l'IAEA pour les intimes. Je travaille beaucoup avec eux, on a des projets. En fait, eux, ils coordonnent aussi la fusion et les collaborations internationales. Ils ne financent pas forcément des projets de recherche, mais ils coordonnent. On avait le directeur de l'IAEA au MIT il n'y a pas très longtemps. Et d'ailleurs, on a signé un accord de collaboration. Notre labo est devenu... Excellence Center, quelque chose comme ça, sur l'utilisation de l'IA pour la fusion. Donc on collabore avec eux. Est-ce qu'ils sont ringards? Non, je trouve pas. Est-ce que l'ONU est ringard? C'est pas à moi de répondre à la question, mais non, moi je les trouve pas ringards. Ils ont un rôle important. Ils sont bien sûr très focalisés sur la fission, mais ils ont aussi une branche qui regarde la fusion. C'était à l'automne dernier, j'étais à un meeting de l'IAEA sur un sujet très précis en fusion en Finlande. C'était un groupe de travail sur les données. Voilà. On va prendre une dernière question, monsieur, tout au fond.
On vous passe un micro. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation, très intéressant. J'ai une petite question, c'est quand vous parlez à la fin, là, pour la fusion, il n'y a pas de risque de réaction en chaîne, mais je me demande, est-ce qu'il y a d'autres risques de sécurité pour maintenir un système complexe comme ça? Est-ce que s'il y a une maille dans la chaîne qui est en faille, est-ce qu'il y a des risques derrière ou non, en exploitation? Merci beaucoup. En exploitation, alors c'est jamais souhaitable d'avoir un système qui n'est pas fiable. C'est-à-dire que si vous avez une centrale qui tombe en panne toutes les 2 minutes, généralement vous n'allez pas en acheter 30 et les mettre sur le réseau. Donc ça, en fait, déjà de base, à la base, si on n'a pas un système fiable et durable, on va pas déployer ça. Ensuite, comme je l'ai dit, si jamais il y a un pépin quelque part, que ce soit dans, je sais pas, le confinement ou un système de chauffage qui tombe en panne, comme je l'ai dit, si les conditions sont pas parfaites, en fait, on va avoir une perte du confinement, ce qu'on appelle des fois une disruption. Dans certains cas, ça s'appelle une disruption, c'est quand d'un coup on perd le confinement magnétique et énergétique très rapidement. Ça arrive. Et je parlais de l'IA tout à l'heure, en fait, voilà, on a des outils de contrôle pour essayer de repérer en avance ces disruptions, essayer de mettre en œuvre des moyens pour mitiguer ça. Est-ce qu'il y a un risque particulier? Non, il n'y a pas de risque d'explosion ou quoi. Ça va juste s'arrêter. Rapprochez votre micro pour le dire, pour nous rassurer. L'histoire la plus on va dire dramatique que j'ai entendue, c'est le réacteur JET au Royaume-Uni, qui avait eu un jour, donc c'est un réacteur expérimental, qui avait eu un jour une disruption et qui avait un peu sauté comme ça de quelques millimètres. Et le réacteur avait sauté parce que c'est beaucoup d'énergie qui sont et donc ça avait fait un mini tremblement de terre qui avait été pas ressenti mais qui avait été mesuré jusqu'à Oxford et c'était dû en fait parce qu'à l'époque le réacteur était branché sur le réseau et en fait le réacteur d'un coup avait demandé beaucoup d'électricité et le réseau avait dit non et donc ils avaient tout coupé et donc ça avait fait une disruption. Et donc le réacteur avait sauté légèrement. Et c'est rigolo. Mais, le scientifique est devenu bleu, on l'appelait Docteur Manhattan. Ouais, non, mais ça, je crois que ça a quand même endommagé pas mal de composants du réacteur. Donc après ça, ils ont décidé de plus être branchés sur le réseau et d'avoir leur propre système d'alimentation. Mais voilà, ça, de toute l'histoire de la fusion, c'est moi, à ma connaissance, c'est l'histoire la plus dramatique. Donc je pense qu'on est tranquille. Merci beaucoup, Merci Rémi beaucoup. de la Porte Mathurin. On peut l'applaudir à nouveau chaleureusement. On vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour se poser la question, sommes-nous tous de la même famille? À tout de suite.